Donc je suis surtout ici en tant qu'Albigeois, donc né en terre de Jaurès et en terre cathare. Donc la réunification du domaine des vicomtes de Trincavel me convient parfaitement, même s'ils étaient quelque part vassaux de Toulouse, on fera avec. Plus sérieusement, cette histoire de cartographie, je suis comme le premier intervenant, mais un petit peu chagriné. Ceci dit, chers amis, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal quand on se compare aux autres. Moi, j'ai discuté avec un élu de Poitou-Charentes, ce fameux lundi où Hollande tenait la cartographie française dans ses mains fébriles. Le matin, il m'assurait que c'était certain, ils étaient fiancés avec l'Aquitaine. L'après-midi, il me rappelait, disant, finalement, on ne sera paxé avec les Pays de Loire. Et le soir, il se retrouvait marié et polygame avec le Limousin et le Centre. On est peu de choses. Après, il va falloir expliquer aux citoyens, au territoire, qu'on les respecte, etc. Donc, dans ce merdier général, quand je vois qu'on a réussi à mettre Aurillac à l'ombre du Mont Blanc ou Biarritz dans une dynamique historique avec Guéret, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal. Au passage, la Corse reste une île, mais pour les technocrates, c'était pas gagné. Au départ, c'était pas gagné. Plus sérieusement, cette histoire de cartographie, moi, m'interpelle sur le fait qu'elle arrive en bloc, puisqu'on est censé fusionner les régions en bloc. Or, la région d'où je viens, Midi-Pyrénées, est un machin qui a été inventé en regroupant déjà en bloc des départements qui avaient été créés en bloc pour justement contrer d'autres logiques il y a 2 siècles. Donc, à force d'additionner des bêtises en bloc, on peut se retrouver ici ou là avec des blocages. Et je vous le dis très clairement, je ne suis pas un fanatique du grand Languedoc historique pan-trans-européen. Pourtant, j'étais pendant longtemps vice-président du Parlement européen, donc je suis né d'un père italien et d'une mère montpelliéraine. Donc, vous voyez, je fais un languedocien tout à fait présentable. Mais moi, je pense qu'on peut très bien envisager, dans les années à venir, parce que là, le merdier cartographique risque de pas trop bouger, mais pourquoi pas une clause de revoyure dans 3-4 ans pour s'interroger si la Camargue provençale, qui est dans le Gard, n'aurait pas vocation plutôt à se tourner vers Marseille que vers Toulouse. C'est pas à moi de le décider, mais c'est au moins des gens qui habitent là-bas à avoir le droit d'y penser. De même que la Bigorre, je parle à côté d'un élu de Haute-Pyrénées, donc je fais attention, si elle s'invente demain un destin davantage gascon que languedocien, ça ne me gênerait pas. À partir du moment où c'est fait de manière apaisée, concertée et citoyenne, ce que je n'admets pas, c'est que ce soit dicté par en haut pour le bas et que le bas n'ait qu'à se coucher. Sur les moyens, cette réforme est quand même pour le moins creuse, parce qu'au chapitre moyen, il n'y a strictement rien. Rien. Or, je vous rappelle, chers amis, qu'en 1789, avant-hier, notre République naissante, écrivant les droits fondamentaux du citoyen, disait qu'on est en démocratie quand les élus du peuple, nous, vous peut-être à votre mesure demain ou hier, ont le droit de lever l'impôt, d'en rendre compte. Or, les régions françaises sont privées de ce droit inaliénable. Nous sommes des assistés. Paris nous donne ce que Paris veut bien nous donner. Bergugno, absolument, c'est une honte, c'est une honte. Donc on va nous demander demain d'exercer des compétences et on nous annonce déjà qu'il y aura moins de moyens. Alors qu'on pourrait très bien, alors qu'on va avoir par exemple la compétence de transport, envisager de prélever quelques fractions sur les profits colossaux des sociétés d'autoroutes. Après tout, pourquoi pas, puisqu'elles passent sur notre territoire et qu'on va être en charge des transports. On pourrait abonder les caisses régionales avec des richesses ici, taxer un petit peu la pollution, la spéculation. Pour moi, qui suis écologiste, je salue une élue écologiste dans la salle, et Sabine Flotte, ça ne me gênerait absolument pas. Qu'on fasse une réforme en parlant uniquement de la taille des régions, sans parler des moyens, me pose problème. On nous dit on va nous voir de Shanghai. Moi, je n'ai pas vocation à être vu de Shanghai. J'ai vocation à ce que les gens qui vivent ici vivent bien. Si en plus on nous voit de Shanghai parce que la convivence et le parage ont fait la différence culturellement, ça me convient. Mais ce n'est pas parce que la puissance ne se mesure pas à l'hectare, elle se mesure au bonheur. Elle se mesure au bonheur. Et là, le bonheur, les moyens, il n'y en a pas. Les compétences, c'est déjà un peu mieux, puisque les schémas qu'avec mes collègues nous votons, qui sont pour l'instant purement décoratifs, vont devenir prescriptifs. C'est pas mal. Au passage, ça évitera à certains élus du Tarn de massacrer la forêt de Sivens, parce que si le schéma régional avait été prescriptif, eh bien, on aurait conclu que ce domaine était protégé et les espèces qui y vivent et tous les gamins qui allaient le visiter depuis des décennies avaient le droit de continuer à avoir ce privilège-là. Donc, ça devienne prescriptif est une bonne chose. Mais, effectivement,
le prince nous retire le droit d'expérimentation, puisqu'on n'a plus la cause de compétence générale. Pour les élus actuellement régionaux, nous avons 3 fonctions. La formation, bon, on propose des formations qui correspondent à peu près, j'espère, aux besoins du territoire. On doit faire que les trains du quotidien arrivent à peu près à l'heure, ce n'est pas toujours le cas, et on doit s'occuper des lycées, les construire, les entretenir. Très bien. Mais là où on fait de la politique, c'est surtout le reste. C'est surtout le reste. C'est quand on se rend compte que d'un seul coup, tiens, de l'autre côté des Pyrénées, il y a une région qui s'appelle la Catalogne et on doit faire des accords d'association avec eux. Tiens, par exemple, on doit s'occuper du logement étudiant. Tiens, par exemple, on doit s'occuper de la langue. Si la liste est fermée par Paris, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Nous devons revendiquer haut et fort en démocratie le droit d'expérimenter, parce que qui est capable de dire, dans notre grand Languedoc réunifié, quels seront les besoins exacts de ces territoires dans 5 ans ou dans 10 ans, si la liste est déjà fermée dès 2014 ? Peut-être qu'en 2020, nous aurons des besoins que nous ne pourrons pas satisfaire. Le gros bordel de l'automne, c'est quid des départements ? Alors, je vous rappelle que le Premier ministre a dit gouverner, c'est tenir. Bon, face au lobby des départements, excusez-moi, monsieur le vice-président de l'Aude, il a tenu 150 jours, mais il n'a tenu que 150 jours, puisque les départements est annoncé comme ayant fait leur temps. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Et c'est vrai qu'ils ont été créés à une époque où il fallait casser les grands féodaux. On peut comprendre la logique historique. Mais c'est l'institution la plus ancienne au monde. Il n'y a aucune institution au monde qui n'a pas bougé depuis 223 ans, à part les départements français. On pourrait comprendre la disparition pure et simple des départements si les régions avaient été petites. Au passage, dans la retouche cartographique, je vivrai également très bien avec un statut spécial pour la Catalogne, parce que nos copains du Languedoc, Cerdagne, Cap-Cyr et compagnie, si on s'appelle que Languedoc, ils vont peut-être râler, ils auront peut-être quelques raisons. Donc éventuellement, qu'on ait une virgule pour dire Catalogne, ça ne me gênerait pas, car pour être respecté, il faut aussi respecter les autres. Supprimer les départements, si c'était des petites régions comme la Catalogne, le Pays Basque, la Savoie, effectivement, la proximité, la diversité peut être incarnée. Mais dans des régions qui vont de Biarritz à Guéret, ça va être très difficile. Et les élus départementaux ont parfaitement le droit de râler. Ils ont le droit. Les territoires fragiles, qu'est-ce qu'ils seront ? Que va devenir le Minervois, le Luchonnet ou le Larzac, vu de Montpellier ou de Toulouse ? Rien, rien, rien. Absolument rien. Faut-il pour autant les maintenir ? Maintenant, M. Valls ne les aimait plus, il les aime tellement qu'il en veut 3 types de départements. Vous êtes un département où il y a une métropole, tout le département devient métropolitain. Luchon devient quartier de Toulouse. Intéressant, intéressant. Vous êtes un département entre les deux, vous avez quelques communautés de communes un petit peu fortes, on va en faire une fédération des communautés de communes. Bon, très bien, mais sans budget, sans compétences, puisque la loi en préparation supprime au département les routes, les déchets, les collèges. On dit même que le social sera pris pour le RSA par le national et pour la proximité par les communautés de communes. Donc on va garder quoi ? On va vendre aux gens qui ont besoin, aux élus qui ont besoin de proximité, de diversité, on va leur dire on te maintient des coquilles vides, sans budget, sans compétences. Pire encore pour la 3e catégorie de département, les ruraux, traduisez, les bouseux, alors là, qui n'auront même pas des villes pour faire des comités de communes dits de ce nom. Eux, on va garder l'ancien système avec les cantonniers, mais toujours pareil, sans budget, sans compétences. Donc, on voit 2 écueils. Soit maintenir ce triple système qui est tout sauf simplifié. Or, je vous rappelle que la réforme était un principe pour simplifier. Et on passe du 1000 feuilles au 1003 feuilles, je ne sais pas si on a gagné quelque chose. Ou tout supprimer. Et si on supprime tout, il n'y a plus cette proximité. Proposition que je fais ici, dans cet endroit absolument extraordinaire. Je disais, à part le moment où je jouais une pièce de théâtre dans la citadelle de Corté, je n'avais jamais connu un lieu aussi magique. Merci, monsieur le maire, de nous recevoir ici. Proposition. Je crois que toute démocratie doit admettre qu'elle a, au fond d'elle, une force qui pousse à se rassembler avec ses semblables. C'est la force de l'union. Et regrouper, réunifier le Languedoc est une excellente chose. Et il faut une assemblée, qu'on appellera assemblée régionale citoyenne, qui sera élue, sans compter les sous-sections départementales qui sont ridicules. Au passage, vous savez que si un jour vous êtes candidat au régional, vous pouvez, dans l'entre-deux tours, changer de section départementale. Passer de l'Aude dans Lozère, de Lozère au Gard. Tout ça est parfaitement légal. C'est vous dire à quel point ça a de l'importance. Non, une assemblée élu directement par les citoyens sur circonscription unique, le Grand Languedoc. Parfait. Mais à côté de ça, il faut une 2e assemblée, celle qui représente les territoires, qui représenterait élus directement par les citoyens chaque pays. Le Tarnais qui vous parle, le pays, c'est l'Albigeois, c'est le Carmosin, c'est le Gaillacois, c'est le pays de Carsocidope. Je vois les 4 ou 5, voilà. Et c'est ces 2 assemblées
qui partageraient les mêmes compétences, qui auraient le même budget. Imaginez, on additionnerait demain les budgets des 2 régions qui vont fusionner et les budgets des 13 départements. On n'est pas encore au budget de la Catalogne, mais on commence à s'en rapprocher, on commence à exister, à faire synergie, à faire force. Cette nouvelle région aurait une double légitimité, citoyenne et territoriale. Et rendez-vous compte, on n'aurait plus que 2 assemblées au lieu de 15, parce qu'aujourd'hui on en a 15, 13 départementales et 2 régionales. 2 assemblées, 2 hémicycles, un à Toulouse, un à Montpellier. On aurait, avec ces 2 villes sœurs qui ont toujours constitué le Languedoc historique, à nouveau un équilibre. On choisira qui reçoit l'Assemblée citoyenne et qui reçoit l'Assemblée territoriale. Et puis, elles auraient, comme ça a été dit, un exécutif extérieur à elles. Pas besoin de changer la Constitution, la Corse le fait déjà. Pour une fois, comme m'a dit Marie-Lise Lebranchu, qui m'a reçu pour que j'expose cette thèse dans son bureau, c'est la ministre qui est en train d'écrire la loi, disant pour une fois que la Corse peut éclairer la République, nous prenons. Effectivement, un exécutif extérieur. Je le vois bien dans toutes les assemblées. Le président est en capacité de proposer, d'imposer et d'exécuter. 2 siècles après Montesquieu, il serait peut-être temps de séparer les pouvoirs. Eh bien, effectivement, si on avait un exécutif commun extérieur, piloté par ces 2 assemblées qui partagent les mêmes compétences, qui gèrent un même budget colossal, on pourrait trouver une 3e ville. Pourquoi pas Narbonne?